Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, une clôture juste positive pour le CAC 40. Vous aurez le détail dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le CAC qui rate de peu une clôture à 6300 points. C'est un niveau qu'on a franchi au cours de cette séance. Des marchés actions relativement calmes, alors qu'on peut observer quelques mouvements sur les marchés obligataires ou encore sur les devises. La réunion de la BCE se tiendra ce jeudi. L'euro a franchi aujourd'hui la barre de 1,20 $. Rien d'extraordinaire, hein. C'est un niveau qu'on connaissait encore début mars, fin février. Mais effectivement, ça montre peut-être un regain d'appétit pour la zone euro. C'est peut-être le sens de la remontée de l'euro, alors que le dollar a plutôt tendance à baisser. Les taux longs américains se détendent également de manière spectaculaire depuis le début du mois d'avril. Une détente qui a ramené le 10 ans américain autour de 1,55, 1,60%. On est dans cette zone actuellement contre plus de 1,75 fin mars. Voilà, donc des micro-mouvements, mais qu'on scrute à la loupe. La BCE, je le disais, tiendra sa réunion ce jeudi. Assez peu d'attente pour cette réunion, hein. Ça reste une question de communication avant tout aujourd'hui pour les banquiers de la zone euro. Et puis sur le plan de la microéconomie, beaucoup de publications attendues cette semaine, et c'est une saison de publication qui va monter encore en puissance au cours des prochaines semaines. Notons du côté de la consommation de base les bons chiffres de Coca-Cola. Oui, Coca fait partie de la consommation habituelle, de la consommation de base. Le groupe a battu les attentes pour ces chiffres du premier trimestre, avec 6% de croissance organique, notamment pour ses ventes trimestrielles, dopées par la réouverture des restaurants, des cinémas, des lieux de loisirs où on consomme le Coca-Cola et les autres produits du groupe. En termes de volume, les ventes de Coca ont retrouvé leur niveau pré-pandémie. Coca qui se refuse pour autant à réviser à la hausse ses perspectives 2021 en raison d'incertitudes persistantes sur le front sanitaire. On aura l'occasion d'y revenir avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, le quart d'heure thématique, chaque soir à partir de 19h15, on s'intéressera à la valorisation des marchés avec le PE de Shiller, une manière de regarder la valorisation des marchés ajustée du cycle. C'est un ratio très utilisé encore aujourd'hui par les investisseurs, et on en parlera avec les équipes d'Ociam qui seront avec nous par téléphone donc dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Près de 6300 points en clôture pour le CAC ce soir. Les infos clés du jour avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,15% à 6296 points. Dans le vert depuis ce matin, avec même une partie de la séance au-dessus des 6300 points. Le CAC 40 a ensuite perdu une partie de son avance à l'ouverture de Wall Street, où les principaux indices américains ont ouvert dans le rouge. Une tendance que les experts analysent comme une pause après les records de vendredi et avant la publication de pas moins de 82 résultats trimestriels cette semaine, rien que pour les entreprises du Dow Jones ou du S&P 500. Coca-Cola a d'ailleurs déjà commencé et annonce un chiffre d'affaires de 9 milliards de dollars en progression de 5% sur le premier trimestre 2021. Un résultat au-dessus des attentes grâce notamment à la réouverture des restaurants ou encore des cinémas en Asie. À Paris, il semblerait que la perspective de publication de résultats trimestriels invite au contraire à l'optimisme, voire à l'anticipation de bonnes surprises. Parmi les valeurs dont les résultats sont attendus cette semaine, Worldline, Vinci, Atos, Carrefour ou encore Danone progressent toutes ce soir. Kering, dont les résultats seront publiés demain, rompt avec le léger recul des valeurs du luxe à Paris suite aux progressions de la semaine dernière et va même chercher encore près de 1% ce soir. Autant de progressions qui montrent une attente forte des investisseurs sur ces résultats trimestriels. Donc, à en croire UBS d'ailleurs, le consensus sur les bénéfices serait trop bas en Europe et devrait être révisé à la hausse. Selon la banque, toujours, le bénéfice par action des actions européennes donc pourrait progresser de 50% en 2021 contre 37% selon le consensus actuellement.
Aux États-Unis, le cabinet Earnings Scout estime pour le moment de son côté que sur les 34 entreprises du S&P 500 qui ont déjà publié leurs résultats, 88% ont dépassé les attentes du marché. Une tendance qui permet d'ailleurs au consensus d'analystes de revoir leurs prévisions à la hausse, là où de nombreux analystes attendaient une croissance de 24,5% des profits des entreprises du S&P 500 au premier trimestre. Elle passe à présent à une anticipation d'une progression de 30% donc des profits de ces entreprises. Du côté des valeurs justement, mais à Paris, donc à présent, Forestia annonce des ventes en hausse de plus de 12% au premier trimestre 2021. Des ventes tirées par la Chine où elles ont dépassé les ventes du premier trimestre 2019, donc avant la pandémie. L'équipementier automobile anticipe par ailleurs des ventes d'au moins 16,5 milliards d'euros et une marge opérationnelle de 7% environ, en ligne avec ses objectifs pour 2021. Les objectifs de plus long terme de l'entreprise sont également maintenus avec un chiffre d'affaires de 24,5 milliards d'euros en 2025 cette fois-ci. Et du côté des valeurs donc à suivre à Paris toujours, Air France annonce de son côté viser une nouvelle recapitalisation cette année avec pour objectif de réduire sa dette et de renforcer son bilan. Air France qui espère également que la demande en trafic aérien se redresse dans le courant de l'année. Son PDG estime d'ailleurs que la compagnie aérienne pourra opérer à 50% de ses capacités dès cet été, même s'il espère que la campagne vaccinale permette une activité plus soutenue. Au-delà des résultats d'entreprise ou des actualités sur les valeurs, on note que selon une étude réalisée par Janus Henderson, la dette mondiale a augmenté d'un peu plus de 17% en 2020 face à la crise Covid, ce qui représente un peu moins de 15% du PIB mondial, soit 9 300 milliards de dollars. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs scruteront donc de près les publications de Atos, de Danone ou encore de Kering qui marqueront le début des 12 publications de résultats trimestriels prévues cette semaine pour les entreprises du CAC 40. À noter que parmi les publications d'entreprises ne faisant pas partie de l'indice parisien, M6 publiera également ses comptes du premier trimestre alors que le groupe de médias intéresse de nombreux repreneurs. Aux États-Unis, l'actualité sera également centrée sur les entreprises, on en parlait tout à l'heure, et ce seront Manpower, Netflix ou encore Philip Morris qui publieront également leurs résultats trimestriels. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nathalie Pelleras est avec nous ce soir, DG de 4 Points IM. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Bienvenue. Léa Dauphas est à nos côtés également. Bonsoir Léa. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes chef économiste de TAC Economics. Et Gustavo Orenstein avec nous également ce soir. Bonsoir Gustavo. Bonsoir. Vous êtes directeur de la recherche et de l'allocation de Dorval Asset Management. Petit tour de table peut-être pour commenter la situation de marché. C'est un peu le rallye général. Les indices actions sont au plus haut, accompagnés par des flux assez intense. On a un comptage hebdomadaire réalisé par les équipes de Bank of America qui montre que oui, il y a des flux intenses vers les fonds actions mondiaux depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. La volatilité des marchés actions se normalise. Il y a peut-être une petite histoire quand même à raconter sur les marchés obligataires avec la détente du taux américain à 10 ans. On avait fini le mois de mars à plus de 1,75%, je crois. C'était le pic, le record post-pandémie pour le taux à 10 ans américain qui est retombé entre 1,55 et 1,60. Alors, vous me direz, voilà, c'est dans le grand mouvement de remontée des taux longs, c'est juste une petite pause peut-être, mais c'est quand même un mouvement qui interroge, alors qu'on a eu des statistiques américaines flamboyantes qui valident totalement le scénario de reprise, de momentum économique qui est en train de retrouver l'économie américaine en ce début de deuxième trimestre. Une fois qu'on a dit ça, Léa, comment est-ce qu'on peut expliquer les mouvements de taux, effectivement, sur le 10 ans américain qui sont perçus comme une petite énigme, on va dire, sur ces derniers jours? Ouais, c'est ça. Je pense que l'histoire, c'est surtout trouver les tenants et les aboutissants de cette... Alors, est-ce que c'est une pause, est-ce que c'est une consolidation ou pas? Je pense qu'il y a plusieurs explications sur un horizon très long terme, en tout cas au-delà des prochaines semaines, une combinaison moindre risque parce que la situation économique et sanitaire s'améliore, une reprise de l'inflation, même si elle est temporaire, une reprise du momentum de croissance, c'est dans tous les cas aussi tôt, à horizon de plusieurs semaines. La question, c'est qu'est-ce qui s'est passé au cours des dernières semaines pour que ce mouvement se réalise? Alors, il y a effectivement probablement un effet trimestre. On arrivait à la fin du premier trimestre avec des ajustements sur les flux. Il y a aussi
probablement. Alors, je mets beaucoup de probablement, mais c'est vrai que c'est plus une énigme qu'une histoire. La question, est-ce qu'il n'y a pas eu trop de... c'est vrai qu'on a connu le premier trimestre avec la question est-ce que l'Amérique est en surchauffe? Est-ce que l'inflation est un problème? Est-ce que le plan Biden va faire exploser la croissance en vol? On voit bien d'ailleurs que sur les dernières semaines, le chiffre d'inflation qui est ressorti en fait légèrement au-dessus des attentes n'a pas bouleversé les marchés. Les chiffres de vente au détail spectaculaires n'ont pas bouleversé les marchés non plus. Il y a peut-être aussi une absorption de ces phénomènes-là. On s'habitue finalement à ces chiffres spectaculaires, intenses, qui sont le miroir évidemment de ce qui s'est passé l'an dernier, mais dans l'autre sens. En tout cas, on absorbe l'information. Ouais. C'est vrai qu'on est sur des histoires très mouvantes, on a encore beaucoup d'incertitudes, où est-ce qu'on en est, mais en tout cas, il y a encore quelques mois, on avait encore la découverte du vaccin et on se posait même la question, donc il y a peut-être aussi une histoire d'absorption. Et puis, il y a le dernier point, il y a aussi un essoufflement. Nous, on regarde sur du très court terme l'indicateur du prix des cuivres sur le prix de l'or. Donc le prix du cuivre est un peu la forme de reprise. Est-ce que les matières premières se reprennent? Comment reprend le commerce mondial? Et puis l'or, sur la question aversion au risque, c'est un indicateur qui plafonne en fait depuis quelques semaines, assez en adéquation en fait avec l'ajustement sur les taux américains, ce qui me fait dire qu'il y a une partie de cette histoire qui est aussi un peu une histoire d'absorption, mais il y a probablement aussi d'autres phénomènes sur cette stabilisation des taux 10 ans. C'est quoi l'intérêt de ce ratio cuivre sur or? Vous dites c'est le côté cycle versus le côté refuge. Exactement. Donc c'est un ratio qui a quoi? Beaucoup monté, on va dire, ces derniers mois? Qui a été en fait en amont de la hausse des taux 10 ans qu'on a vu. C'est un indicateur qui a repris en fait au cours du milieu de l'année dernière, quand justement on a tout cet effet reprise de la Chine, rôle moteur dans les échanges, dans le commerce. Et c'est un indicateur qui a été en fait assez décorrélé du taux 10 ans pendant, on va dire, sur le Q3 de l'année dernière, qui nous faisait dire, nous, qu'il y avait un peu un potentiel de hausse sur le taux 10 ans. Et effectivement, il y a eu un phénomène de rattrapage. Donc aujourd'hui, ces deux indicateurs sont de nouveau corrélés ensemble. Donc qui fait aussi dire que le potentiel très fort qu'on a connu en début d'année sur le taux 10 ans, c'est pas forcément quelque chose qui va se reproduire. On va pas avoir plus de 100 BP qui vont se mettre en place en quelques mois. Mais en tout cas, c'est un bon proxy si on essaie d'avoir une approche un peu plus moyen terme et plus macro de ce phénomène-là. C'est un indicateur qui est pas mal à suivre. Donc si ce ratio cuivre-or s'est stabilisé ces derniers jours, c'est pas comment dire, complètement illégitime que maintenant le taux à 10 ans américain se détende un petit peu. C'est cohérent. Après, où est-ce que ça va aller? C'est pas un indicateur prédictif. Oui, je comprends. Par contre, c'est assez cohérent. Et puis c'est un peu dans toute la logique. Les reprises s'enchaînent entre les zones. On a un peu cette question aujourd'hui autour des marchés actions. Est-ce que c'est surévalué ou pas? Donc ce contexte un peu pause se voit bien dans cet indicateur et du coup dans les taux 10 ans. À la croisée des chemins. Gustavo, comment vous analysez effectivement alors cette petite histoire sur les taux? Est-ce qu'il y a des éléments d'analyse complémentaires qu'on peut apporter? Est-ce que c'est juste une pause? Tout le monde avait en tête l'objectif de 2% autour pour le 10 ans américain. Est-ce que ça reste quelque chose de crédible là pour les mois qui viennent? Oui, alors il ne faut pas surinterpréter, il ne faut pas surinterpréter un mouvement. Je pense que c'est les 6 derniers mois pour le marché obligataire. C'est un des pires 6 mois depuis très 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 longtemps. C'est quand même une énorme claque. Si vous étiez long de taux long américain sur les 6 derniers mois, vous faisiez une performance négative très très violente. Passer de 0,50 à 1,75, c'est ça le 10 ans américain. Et vu que les taux sont bas au départ, c'est quasiment des zéro coupons, sensibilité maximum. Donc vraiment, ça a été assez difficile. Donc qu'il y ait une pause, je ne pense pas que ça soit extrêmement choquant. Après, ça participe peut-être aussi effectivement d'un moment où on change un petit peu de phase sur les marchés malgré tout. C'est-à-dire qu'une grande partie des anticipations ont été faites. Et maintenant, il faut effectivement que les chiffres s'améliorent vraiment. Il faut effectivement, notamment le marché du travail aux États-Unis, voir des améliorations rapides, soutenues, durables, pour que effectivement on continue à voir cette hausse des taux longs qui, encore une fois, ne sont pas un échec, mais plutôt le signe d'un succès de la politique budgétaire et monétaire américaine pour effectivement relancer l'économie et sortir d'une situation qui reste quand même malgré tout difficile en termes d'emploi. Il y a encore beaucoup d'emplois à créer aux États-Unis pour revenir au niveau précédent. Donc pour l'instant, voilà, c'est pas surinterprété. Je pense que la logique de la hausse des taux est toujours là.
même si elle est un peu plus modérée. Vous dites c'est pas une remise en cause des perspectives florissantes qu'on peut avoir pour l'économie américaine en termes de croissance ou d'inflation. D'ailleurs, la baisse des taux nominaux américains se fait sans baisse des anticipations d'inflation. C'est pas l'idée qu'on est en train peut-être de réviser à la baisse nos perspectives sur l'économie américaine. Complètement. Je ne pense pas que ce soit une question cyclique qui fait baisser. C'est effectivement les taux réels qui ont baissé, non pas les break-even, non pas la compensation pour l'inflation qui elle est stable. Donc ça ressemble plutôt à un phénomène plutôt technique, etc. Bon, ça a été dit, j'y souscris complètement. Après, la phase de hausse des taux a été quand même très rapide, un peu excessive peut-être, et a fait peur. Ça a même provoqué quelques dégagements sur les défensives et puis sur les valeurs de croissance chères, etc. Bon, tout ça c'est un petit peu normalisé. D'ailleurs, le Nasdaq fait très bien. Tout ça correspond à un moment où on rétablit un petit peu les équilibres de portefeuille. On avait été très loin dans le cyclique versus tout le reste. Bon, je crois que ça se rétablit un tout petit peu. On passe à une phase un petit peu différente, mais malgré tout qui reste très, très positif. Comment vous regardez les marchés aujourd'hui Nathalie, la question est très, très large, mais voilà, et sur les marchés actions, on parle des marchés de taux, mais sur les marchés actions, on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul sens. Alors que ce soit les cycliques ou la croissance, ça monte. Et parfois, ça monte même de concert. Tous les indices actions, peu ou prou, sont au plus haut historique aujourd'hui. C'est vrai qu'on avait quand même assisté depuis le début de l'année, depuis un peu la reprise, à ce qu'il y ait de nouveau un peu cette décorrélation des actifs qu'on cherche, qui est saine. Hein. Parce que, en fait, quand tout va dans le même sens, dans les deux cas, dans la hausse comme dans la baisse, quelque chose de pas vraiment normal. C'est vrai que là, ce qu'on observe, j'ai pas vraiment de valeur ajoutée par rapport à ce qui a été dit sur le marché action, c'est que le reflet aussi de ce qui se passe, on fait aussi une petite pause. Il y a toujours beaucoup de cash et il y a toujours beaucoup d'argent aussi qui rentre dans les ménages, mais c'est pas non plus ça qui va le faire, qui fait monter forcément les marchés à court terme, parce qu'on voit les ménages américains qui ont reçu leur chèque, ils sont pas précipités pour investir en bourse. Ils le font déjà, mais c'est plus du désendettement, c'est plus de la consommation. Et donc, c'est une utilisation, on va dire, à bon escient pour l'économie. Derrière, on sait qu'il y a des secteurs, on l'a vu ce qui se passait sur les technos, notamment en Chine. Il y a des segments sur lesquels, oui, il y a peut-être un peu des bulles de valorisation, et donc il y a beaucoup de volatilité, beaucoup des hausses à 2 chiffres, voire 3 chiffres, qui après ça corrige. Donc je pense qu'on est revenu dans un marché, entre guillemets, un peu normal, qui, au gré aussi des propos de la Fed, il ne faut pas oublier aussi que la Fed, elle a un peu rassuré sur le côté qu'elle serait toujours là, présente, très vigilante, et qu'il faudrait vraiment qu'il y ait beaucoup d'inflation, beaucoup de surchauffe pour qu'elle agisse. Donc les banques centrales, on reprenne un peu leur rôle de je tempère et je tempère un peu les ardeurs. Et donc, non, on a aujourd'hui on manque de visibilité à court terme pour savoir si tout ce qu'on a anticipé comme reprise, est-ce que réellement ça va avoir lieu. Et puis, il faut avouer qu'il y a aussi toujours, moi en tant qu'investisseur, il y a toujours cette crainte de la crise sanitaire, elle n'est pas terminée. Non. Et donc, chat échaudé, on sait aussi que par le passé, on a un peu peut-être crié victoire par moment trop tôt, à mon péché par excès de pessimisme. Et donc là, on revient un peu en observation, on en parlait en préambule, ce qui se passe en Inde. Aujourd'hui, c'est assez préoccupant au niveau sanitaire en termes de contamination. Et donc, quand on a... Je vais être un peu brutal, Nathalie. Est-ce que c'est important pour les marchés ? Oui, parce que l'Inde, c'est pas comme si c'était un petit pays qui comptait pas du tout pour la croissance économique et pour la fabrication et pour la consommation. Donc, c'est pas un acteur négligeable. Et après, ça aussi, il y a toujours repose la question de se dire, est-ce que... On n'a pas la réponse, bien sûr. Tout le monde craint, aujourd'hui, il faut dire, s'il y a cet autre variant, typiquement brésilien, on sait globalement, Pfizer, ça couvre contre le sud-africain, mais le brésilien, non pas vraiment. Donc il y a cette crainte de se dire, on ne peut pas non plus avoir crié victoire et acheter le marché comme si en fait, rien ne s'était passé. Après avoir anticipé la sortie de crise sanitaire, on est en train juste de s'arrêter 30 secondes et de regarder, de faire un état des lieux et de voir si on a eu raison d'aller jusqu'à anticiper une sortie de crise sanitaire clean pour tout le monde. Par moment, récemment, on a quand même eu raison. Globalement, les niveaux de production des croissances de PIB sont revenus dans certaines zones. Nous, en Europe, on n'y est pas encore, mais au-dessus de ce que c'était en fait avant la crise. Alors oui, il y a logique. Quand il y a des banques centrales et des budgets et les États qui mettent autant d'argent,
encore heureux qu'on soit revenu à un niveau, on va dire, supérieur à ce que c'était avant. Donc il y a des justifications. Mais la fragilité reste de mise. Et puis on est aussi sur un marché qui a besoin tout simplement de faire une pause. C'était précédemment dit. Il y a eu une forte hausse sur les taux en 6 mois. Sur les marchés actions, que ce soit cyclique, défensive, croissance, même s'il y a eu des rotations, les performances sont assez phénoménales. C'est très difficile de trouver des marchés ou des segments négatifs depuis le début de l'année. Et on n'est que à même pas 3 mois. Même pas du parcours, oui, de l'année, oui. Donc il faut raison garder. Vous dites s'inquiéter voilà, parce que le marché ne monte plus. Après, la performance qu'on a depuis 6 mois, c'est quand même un peu aberrant. On ne sait pas trop vraiment ce qui va se passer à court terme. Mais je pense qu'en termes de marché, on a aucun de nous trois n'a une mine très très inquiète non plus. Donc on n'est pas dans cette espèce d'excès de pessimisme, mais c'est logique que le marché souffle, quoi. C'est sain que le marché souffle. Est-ce que la période de publication d'entreprise peut amener des réponses aux questions que vous soulevez, par exemple, sur peut-être les incertitudes de court terme? Est-ce que le discours des managements, alors c'est trop tôt sans doute pour faire ne serait-ce qu'un premier bilan des publications, mais est-ce qu'on attend des managements qu'ils arrivent à nous dire voilà 2021 comment ça va être pour mon activité, pour mon business Alors pour tous, ça va être un exercice assez difficile quand même, parce que ce qu'on voit dans les chiffres de vente de grands du luxe comme LVMH ou autres, ça nous apprend rien en fait. On n'est pas surpris, on ne peut pas se dire, on voit des ventes qui explosent en Chine, qui explosent aux États-Unis, en Europe ça baisse. Bah oui, parce que nous en Europe, il faut se souvenir qu'on a commencé à être touché que vraiment au mois de mars, donc on avait bien consommé en janvier-février. Donc en fait, ce que nous apprennent les chiffres, il n'y a pas de surprise. En revanche, les entreprises, c'est pas est-ce qu'ils seront capables de donner de la guidance, c'est est-ce qu'ils ont la chance dans un secteur sur lequel il est possible de faire des prévisions. Et là, encore une fois, quand vous êtes dans des secteurs très cycliques, vous avez aussi beaucoup de challenges dans l'industrie. On en parlait avant, il y a les enjeux environnementaux. Et donc, non seulement les segments aéronautiques et autres, ils sont confrontés à une crise, pour l'instant, ils n'en sont pas encore sortis. On ne revoyage pas. Et en plus, vous avez des contraintes, un niveau réglementaire. Souvenez-vous, les banques il y a 10 ou 15 ans, où en fait, globalement, on y voyait dans le noir, et les réglementations et les besoins en fonds propres devenaient de plus en plus lourds. Donc en fait, on vous ramène beaucoup plus de charges. Donc c'est très difficile de voir une reprise là-dessus. Après, regardez, on est toujours en pénurie sur certaines matières premières, dans les semi-conducteurs notamment, il y a une demande qui est forte. On n'est plus dans un marché de l'offre, on est vraiment dans un marché de la demande, et ça c'est plutôt positif. Donc les entreprises devraient avoir peut-être une petite visibilité quand même sur leur carnet de commandes ou sur la capacité à continuer à améliorer leur marge, parce qu'elles ont aussi fait beaucoup de travail. C'est toujours comme ça en fait, la microéconomie dans les années de crise. 2008, post-crise, en fait, il y a eu, on a vu des cash flow records. On a vu des cash flow records dans certains grands groupes. On essaye de restructurer son bilan, de se mettre en position de force. Et donc tout ce travail qui est fait, en général, porte ses fruits, mais porte ses fruits à 18 mois, pas... Voilà, donc imaginez qu'on aura des très très belles surprises sur des résultats, sur plein de sociétés, avec des guidance, avec de la visibilité dans les 3 prochains mois. Je pense que c'est un peu être utopique. Sur le front sanitaire, Léa, vous avez toujours cet indicateur de stress sanitaire chez TAC Economics. Alors, on en parlait peut-être un peu moins la dernière fois que vous êtes venu. Je ne sais même pas si on l'avait évoqué, parce que voilà, on vivait tous dans l'idée que c'est, en tout cas, quand on est sur les marchés, j'entends la crise sanitaire était derrière nous, ne serait-ce que parce que les économies, première économie du monde, semblent avoir réglé, et je mets des guillemets évidemment, réglé le problème. Est-ce que c'est aussi vrai aujourd'hui, ou est-ce qu'il faut quand même se réintéresser à cette question sanitaire ? Il faut encore s'y intéresser. Au-delà de cet indicateur, on a une séquence macro en 3 phases, et je pense qu'elle colle bien à tout ça. On a une phase pandémique, qui est la phase dans laquelle on est pour la plupart des pays. On a cet indicateur qui est numéroté de 0 à 100, 0 peu de risques, 100 beaucoup de risques. Et cet indicateur, en fait, les niveaux des pays valident bien où en sont les pays dans leur cycle macro. On a les pays à risque 0, à peu près entre 0 et 10, ceux qui vaccinent le plus ou ceux qui ont une stratégie très restrictive au niveau sanitaire. Je pense à la Chine, aux États-Unis, au Royaume-Uni, à Israël. Tous ces pays-là sont dans un bloc un peu à part. Il y a le bloc au milieu,
où on retrouve les grandes économies européennes, on retrouve certains pays émergents, où on est dans des stratégies des indicateurs entre 30 et 50, c'est-à-dire qu'il y a un choc pandémique, mais il arrive à être restreint par des mesures. Et puis on a les grands pays émergents qui, eux, repartent dans des vagues très fortes, plutôt sur un indicateur entre, on va dire, 60 et 100, où là on retrouve le Brésil, l'Inde, des pays dont on n'entend pas parler, mais des pays asiatiques, je pense aux Philippines, à l'Indonésie. Et donc en fait, cette vague pandémique qui semble être un peu mise de côté dans les marchés, non, en fait, on est en plein dedans, et tant qu'on est dans cette vague-là, on n'assistera pas à une vague de reprise généralisée. On n'aura pas de synchronisation mondiale. Et c'est pour ça que ça va mettre en parallèle des séquences macro, c'est-à-dire que cette phase pandémique, les pays qui sont là, qui ont des mesures qui empêchent ce rebond qu'on voit aux États-Unis, ben, il y a à peu près 70%, 80% des pays qui sont encore dedans. Et c'est seulement une fois qu'on a résolu en partie ce problème-là qu'on va avoir cette phase de rebond. On peut prendre l'exemple des économies en zone euro, on est encore dedans. On a du potentiel au rebond, on a des confiances qui se tiennent en fait plutôt bien, donc on sait bien qu'on va avoir cette phase de rebond qui va se matérialiser. Alors, on n'aura pas forcément des ventes au détail à plus 10% parce qu'il y a des impulsions fiscales spécifiques aux États-Unis, mais on a ces phases de rebond. Et puis, le problème, c'est que cette phase, elle n'est pas mondiale comme on l'a connu dans les autres crises. C'est-à-dire qu'on a une séquence qui est arrivée de la Chine, qui s'est un peu propagée à certaines économies, je pense à la Corée par exemple. Ensuite, cette phase, la Chine, elle est déjà dans la phase d'après. La Chine ajuste. Et puis, les États-Unis prennent un peu le relais. Et puis une fois que le choc Biden sera passé, cet effet très impulsion... Confiance, c'est ça, le choc de confiance qui vient après la crise pandémique. Exactement, on désépargne, on consomme. Là, l'Europe va prendre le relais, mais on n'aura pas un effet combiné, relance de toutes les économies, ça va suivre les unes après les autres. Et puis petit à petit, on va rentrer dans la troisième phase, donc pandémie, confiance, avec ce rebond, la phase d'ajustement. Et celle-là, en fait, la Chine est déjà dedans aujourd'hui. C'est-à-dire que passer le rebond, alors, je mets bien sûr de côté toutes ces histoires de variants. On n'est pas épidémiologiste, donc on met ces hypothèses un peu de côté. Mais passer ces phases de rebond, la Chine, on voit déjà qu'elle ajuste. Elle cherche à assainir son système, elle cherche à contenir les défauts, elle cherche à relancer un peu la consommation. Donc, et ça veut dire retour à une forme de normalité en termes de rythme de croissance aussi. Normalité, et puis gérer les problèmes sous-jacents que les économies connaissaient. On a un peu cet effet Covid qui est arrivé comme un bloc, mais il est arrivé comme un bloc sur des économies. Alors là, on le voit très bien dans les perspectives sur les pays émergents. Des pays vont très bien s'en sortir. Le Covid va être un choc de conjoncture. Et des pays vont être très résilients. Et par contre, d'autres vont voir arriver ce choc sur de fortes vulnérabilités. Et c'est un choc qui va continuer à affecter fortement les économies. Si je fais une règle de 3 ou j'en sais rien, un peu bête et méchante sur un coin de table, quand un pays entre dans cette phase d'ajustement, donc après avoir surmonté la pandémie, après avoir recréé le choc de confiance nécessaire, place à l'ajustement, ça correspond au moment où les indices boursiers chinois, par exemple, commencent à sous-performer. Exactement. Et puis, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour l'instant, ce moteur de croissance vient de la Chine. Si on dit qu'aujourd'hui, cette Chine reste un moteur de croissance, parce qu'on ne va pas passer à une économie chinoise à une croissance de 2%, il va y avoir une forte croissance, mais cet effet d'entraînement que connaissait la Chine, il ne va plus être le même. Il y a des questions stratégiques, économiques, une volonté chinoise spécifique. Donc cet effet rebond, il ne va plus être le même, on ne va plus avoir cet impulse qu'on a connu. Donc il faut espérer que les États-Unis le reprennent, mais ça ne sera pas synchronisé. Donc c'est pour ça que, oui, on est dans cette phase pandémique, et même si on en ressort, on va être dans cette phase de rebond qu'on connaît aujourd'hui sur certains pays, mais qui est très courte. Et par contre, derrière, on a cette phase d'ajustement en plus qui arrive. Gustavo, qu'est-ce que ça vous inspire effectivement cette séquence en 3 temps que décrit très bien Léa et cette désynchronisation effectivement de phases entre les grands blocs, les grandes économies? Qu'est-ce que ça implique pour l'investisseur, l'allocataire d'actifs là aujourd'hui? Vous disiez le marché, peut-être le marché américain, les États-Unis entrent dans une nouvelle phase. Je crois que tous les marchés simultanément. Ce qui caractérise les marchés actions internationaux, c'est que quelles que soient les phases dans les différents pays, ils sont quand même très corrélés entre eux, de manière... Alors, est-ce que c'est un grand cycle financier? En tout cas, ils sont très corrélés entre eux, quel que soit ce qui se passe dans les différents pays. Et je rappelle toujours la même chose, c'est qu'un indice boursier n'est pas représentatif, ne reflète pas du tout l'économie, et en Europe, c'est encore plus vrai qu'ailleurs, ne reflète pas du tout l'économie européenne. Juste un mot sur l'hétérogénéité, parce que, effectivement, il y a l'hétérogénéité entre les régions, on l'avait déjà dit plusieurs fois, l'Asie est sortie très, très rapidement de la crise. Je voyais un pays comme l'Australie, pratiquement, à retrouver son niveau d'emploi pré-crise, très rapidement. Le rebond est très, très rapide. Ils ont très peu de cas.
Bon, c'est une île grande, mais enfin, c'est plus facile aussi à contrôler, évidemment. Mais ils s'en sont mieux sortis. Donc, il y a l'Asie, très, très rapidement. Les États-Unis prennent le relais. Bon, c'est vraiment la vaccination. Ils ont mis les moyens et je pense que la vaccination va avoir un impact très fort. Plus la moitié de la population adulte est vaccinée aujourd'hui aux États-Unis, enfin au moins. Oui, non, mais à une vitesse qui est quand même phénoménale. Donc, faut reconnaître que l'armée américaine est encore efficace. Donc voilà, et l'Europe aussi, ça va arriver. L'Europe aussi, on sait bien qu'il y a un excès de pessimisme terrible en Europe. On est tous très très déprimés. Mais bon, n'empêche que voilà, la vaccination est là, la campagne elle accélère. Pour l'instant, ça se passe à peu près dans les clous. Et donc, on peut imaginer aussi la même chose. Il n'y a pas de raison que ça se passe différemment en France, en Allemagne, en Italie qu'en Angleterre ou aux États-Unis. Enfin, c'est un peu. Donc, on va imaginer à peu près la même chose. Donc, il y a effectivement une hétérogénéité avec une séquence comme ça, pays par pays. Mais il y a une autre hétérogénéité importante, c'est au sein de chaque économie, entre les secteurs. Et ça, c'est aussi un point très important, c'est que la partie production de biens va bien. La construction va bien. C'est pas du tout, on n'est pas dans le premier confinement où tout s'était complètement arrêté. Là, la partie industrielle, manufacturière va bien. Et on produit des choses. C'est vraiment les services. Et notamment les restaurants, l'art, tout ça. Mais tout ça n'est pas coté. Donc ce qu'on observe quand on regarde les marchés, c'est un morceau tout petit qui est essentiellement manufacturier, industriel, des secteurs à l'industrie, des services à l'industrie. Mais enfin, c'est pas les restaurants. Il y en a quelques-uns, mais enfin pas beaucoup. Non. Donc il y a une grande différence. Autant l'économie réelle, qui est peuplée par beaucoup de services, elle est un peu en panne, c'est vrai. Mais la partie bien, elle a beaucoup rebondi. La production industrielle a rebondi un peu partout. Le commerce international a énormément rebondi. La preuve est des matières premières. Leur hausse est aussi le résultat de ce redémarrage. Donc on est dans une hétérogénéité là aussi à deux vitesses, une économie à deux vitesses où le secteur des services est à la traîne parce qu'il est bien sûr plus sensible au Covid. Mais ça va changer. On le voit déjà aux États-Unis. Dans les schémas de consommation, on voit effectivement qu'on pivote de la consommation de biens manufacturés vers de plus en plus de services au fur et à mesure que la vaccination progresse et que l'économie rouvre. Donc en Europe, ce sera le cas demain. Encore une fois, sur le plan de l'investissement, qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut rester encore cyclique le plus possible dans les portefeuilles. C'est là qu'on va pouvoir générer de la performance, de la surperformance pour encore les prochains mois. Est-ce qu'on a déjà effectué ce rattrapage sur le plan boursier ? Vous le disiez très bien, Gustavo, la bourse et la réalité de l'économie sont deux choses différentes, même si on peut imaginer qu'à un moment ça se rejoint. Mais est-ce que c'est encore le thème cyclique là, qui est pour vous à privilégier ? Donc on continue à avoir un biais cyclique, mais il est moindre que ce qu'il a été jusque-là. Ce qui se passe simplement, c'est qu'une partie du chemin a été réalisée, que le mouvement a été très violent, très rapide. Et donc il y a des positions qui ont été allégées, par exemple, sur cette partie cyclique. Voilà, exactement. On a essayé de rétablir un équilibre entre les différents secteurs. Et aujourd'hui, ce rééquilibrage de portefeuille, je pense, explique par exemple pourquoi le Nasdaq ou les valeurs de qualité se sont repris. Et donc, il y a un rééquilibrage un petit peu des portefeuilles. C'est une phase un petit peu différente quand même. Et cette idée que tout uniquement cyclique, et c'est vraiment complètement monomaniaque, côté cyclique, un petit peu moins, même si... Encore une fois, ce que nous avons devant nous, c'est quand même une reprise cyclique très forte. Et on est aspiré par cet effet-là. Et non seulement il y a la réouverture, mais il y a des plans de relance. Aux États-Unis, c'est quelque chose qui va quand même durer. Et en Europe aussi. En Europe aussi, avec ses difficultés, c'est tout ce qu'on connaît, la difficulté du plan de relance européen, mais n'empêche que c'est quand même la logique de quelque chose qui va durer, qui va s'infuser et qui va prendre plusieurs trimestres. Là, je n'ai pas juste 2 trimestres, ça va prendre un peu plus de temps. On en parlait avec les économistes, mais c'est vrai que l'Europe, c'est toujours plus compliqué de lire et d'agréger les chiffres. Aux États-Unis, c'est facile, on a un chiffre pour l'ensemble de l'économie, je sais pas, les ventes au détail, et voilà, et ça fait boum, c'est flamboyant. En Europe, il faut regarder différents pays, les efforts budgétaires aussi sont plus compliqués à calculer, à agréger, mais de ce que je comprends, par exemple, un pays comme l'Italie met en 2 ans 20 points de PIB sur la table, c'est l'équivalent de ce que font les États-Unis également en termes d'efforts budgétaires. Donc il y a des pays en Europe qui sont sur la même ampleur d'efforts et de stimulus budgétaires que ce qui est fait aux États-Unis. Je ne dis pas de bêtises. L'effort est très important, simplement, effectivement, il est différent. Pour se remonter un peu le moral. Pour se remonter un peu le moral. Mais c'est un peu la nature de cette construction. Il y a toujours tout le monde doute tout le temps et les choses ne se font pas aussi rapidement et fortement que ça se fait aux États-Unis. Aux États-Unis, tous les investisseurs étaient un peu choqués par on appelle le run for growth, c'est-à-dire que tout d'un coup, c'est tout le monde, Yellen, Powell, et tout le monde y va, à fond. Il faut faire big, etc. Voilà. Going big, disait Janet Yellen.
Donc voilà, c'est là la différence. En Europe, il n'y a pas ce type de vocabulaire. On a un vocabulaire un peu différent, un peu européen. C'est toujours un peu plus mou, mais il a lieu quand même. Ne jamais négliger tout le capital politique qui est investi à travers l'euro. C'est ce que rappelait Mario Draghi quand il était président de la Banque Centrale Européenne, notamment à destination des investisseurs non résidents. Hein. Évidemment, si vous êtes macroéconomiste, ça fait longtemps que vous avez enterré l'euro. Mais il n'y a pas que la macroéconomie, il y a la politique et c'est important dans la zone euro. Nathalie Pelleras, en termes de stratégie de marché, stratégie d'investissement, alors vous êtes directrice de la gestion chez 4Points, vous sélectionnez aussi des fonds et je trouve que cette activité-là, elle est très intéressante. Qu'est-ce qui marche en ce moment et qu'est-ce que vous avez envie de sélectionner, d'avoir comme stratégie là, pour le compte de vos clients? Est-ce qu'on joue encore le cycle? Est-ce qu'il faut des stratégies beaucoup plus équilibrées? Alors déjà, pour préciser, nous, dans nos fonds actions, on a un biais assez... quelque part value dans le sens business model établi qu'on arrive à valoriser et on achète avec un prix qu'un target price. Donc c'est vrai que ces rotations en fait vers les cycliques. Alors les cycliques ne font pas la grosse partie des portefeuilles, mais en tout cas il y a une présence dessus aussi des biens de conso. Oui. Et donc ça. C'est un bien en fait qui est un peu gardé dans le portefeuille parce que dans ces fonds actions-là, c'est vraiment le process qui prévaut. Et ça ne veut pas dire pour autant que vous n'allez pas acheter des valeurs sur lesquelles vous avez de la croissance dans votre business et dans vos marges. Donc, on peut avoir des valeurs comme Reckitt, dernièrement, qui entre en portefeuille. Donc, c'est pas la vieille économie contre une nouvelle économie. Après, nous, surtout l'activité de multigestion, c'est vrai qu'on est en train, là, aujourd'hui, beaucoup plus de rééquilibrer et de faire une pause. Parce que, de la même façon qu'on le fait avec des actions, nous, on le fait avec des fonds. Des fonds actions, des fonds taux. Mais qui ont des thèmes, des stratégies, des couleurs. Exactement, en fait. Et c'est vrai qu'on avait été, si je fais en 3 phases, il ne faut jamais hésiter en tant que gérant. J'étais gérant action. En tant que gérant action ou en tant que multigérant, moi, je n'ai jamais hésité à vendre quand ça baisse ou à acheter quand ça monte. Il ne faut pas toujours le principe de dire j'achète, je moyenne, ou ça monte, je vends. Et c'est vrai que sur mars, on avait commencé à racheter un peu tôt, et sur mars, il y a un an, on a rendu les portefeuilles le plus défensifs possible, mais malgré ça, en fait, et pourquoi? En sortant vraiment ce qui était très cyclique ou très exposé au cycle, donc tout ce qui était small cap, tout ce qui était aussi très gestion value, et le but n'était pas d'aller à fond sur des valeurs Covid, mais c'était d'avoir du cash. Que tout était corrélé à ce moment-là, donc vous ne pouvez pas mettre du refuge sur du taux. Même l'or baissait, oui, tout baissait. Ouais, et puis en plus, voilà, vous ne savez pas du tout où vous allez être demain, donc quand on ne sait pas où on va, on se met en cash, on attend. Et c'est vrai que la phase, en fait, la découverte du vaccin fin d'année a vraiment redonné, on a redonné à ce moment-là, on a augmenté nos expositions actions, beaucoup avec des thématiques cycliques, parce qu'on était sous-exposé totalement dessus, mais sans pour autant vendre tout ce qui était Covid, parce que pour nous, la hausse qu'on a eue sur les taux, qui a fait qu'on a eu beaucoup de valeurs de croissance qui ont baissé en relatif, en valeur absolue. Mais pourquoi elles ont baissé? Pas parce que en fait, leur activité se portait mal, pas parce que leur marge baissait, juste parce que les taux, le dénominateur, montait. Et donc, c'était plus un dégonflement de valorisation, donc on l'a gardé, en fait. C'est qu'on est arrivé, il y a encore un mois, à un vrai équilibre, en fait, dans nos portefeuilles. Globalement, être assez investi, parce que assez peu de cash. Et la grosse différence par rapport au portefeuille d'il y a un an, c'est beaucoup plus sur des stratégies actions, beaucoup moins sur des stratégies crédit, de fait, parce que pour ne pas être confronté au risque de taux, parce que aujourd'hui, en fait, vous avez cette capacité de rendement en dividende, vous l'avez aussi sur des actions. Donc, en fait, il y a la décorrélation ou ce petit surplus, cette différence qu'on peut avoir sur les fonds taux, on l'avait beaucoup moins. Je mets de côté les fonds un peu qui peuvent aller sur tout type d'opportunités, qui peuvent être en sensibilité négative ou autre. On fait du simple. Et donc, aujourd'hui, l'exposition qu'on a, on a autant des expositions sur des gestions de croissance, beaucoup, c'est vrai, on avait fait beaucoup de fonds thématiques, notamment sur les thématiques environnement, mais pas dans le sens environnement, on veut jouer l'environnement, mais vraiment pour jouer qu'est-ce qui pouvait bénéficier
quels allaient être les premiers secteurs qui allaient bénéficier des plans Biden avant qu'ils soient élus. Et donc, toutes ces thématiques, alors il n'y a pas forcément que l'environnement, il y a tout ce qui est infrastructure, tout ce qui était immobilier, construction aussi, en fait, tous ces segments-là qui avaient au moins l'avantage de cocher plusieurs cases. De cocher la case environnementale, cocher la case infrastructure, cyclique, visibilité. Donc, en fait, ça répondait beaucoup. Alors, il y a eu beaucoup de performances. Ben oui, c'est ça. La question, c'est... Et maintenant, est-ce que tout ça est encore valable ou est-ce que déjà, beaucoup a été intégré dans les prix de ces stratégies, de ces secteurs, de ces thématiques? C'est vrai qu'on va avoir tendance à peut-être prendre une partie de nos bénéfices sur les traits purs qui ont beaucoup de biais sectoriels. Et donc, forcément, ce ne sont pas magiciens. Ça vaut des équipes de gérants et d'analystes fabuleux. Il y a un moment donné où, quand ils ont tout déjà bien anticipé, demain, le relais. Pour des thématiques beaucoup plus larges, je vais prendre un exemple parlant. Quand on parle d'économie circulaire, tout le monde pense d'économie circulaire, pense recyclage. Et donc, mais en fait, c'est qu'une toute petite partie de l'économie. La thématique d'économie circulaire permet en fait d'être exposé à différents secteurs d'activité, décorrélés les uns des autres. Il n'y a pas de biais de style réellement. Et on cherche aussi à avoir de plus en plus ce qu'on appelle de fonds impact. Oui. Impact, mais l'impact, encore une fois, ce n'est pas réducteur sur... Je fais de l'impact, donc je fais du green, et donc on peut avoir de l'impact sur l'éducation. La thématique de l'éducation, on peut mesurer de l'impact dessus. Et dedans, dans l'éducation, vous avez des stratégies qui sont investies sur des résidences étudiantes, des éditeurs de livres, des universités. Donc, en fait, le spectre... L'univers d'investissement est large. Exactement. Donc, en gros, ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est le côté défensif, l'avoir par des stratégies assez diversifiées. Et puis après, pour répondre à la partie exposition, nos expositions risques, actions, on les a ramenées entre 60 et 80, alors qu'elles étaient plutôt au-delà de 80 encore il y a 2 mois. Parce que ça a beaucoup monté. Et puis parce que, voilà, exactement, et peut-être que le risque reward à court terme, J'entends. est plus enclin pour une pause. Bon, l'espérance, effectivement, de rendement à court terme, de performance à court terme est peut-être déjà bien entamée. Il nous reste quelques minutes. Je voulais juste qu'on dise un mot, des cryptos, sans être forcément crypto-spécifique, mais il y a eu un petit coup de stress sur les cryptos ce week-end. Je constate que ça a assez peu d'effet sur les classes d'actifs plus traditionnelles, Gustavo. Oui, alors d'abord j'ai constaté, je ne savais pas qu'il y avait des cours le dimanche, ça je ne savais pas. Je savais pas comme quoi vraiment je suis pas spécialiste. Donc, je ne pensais que seul le Tadawul était ouvert, c'est la bourse d'Arabie Saoudite le dimanche, mais non, il y a aussi les cryptos. Bon, et généralement on avait des rallyes du week-end sur les cryptos. Parce qu'il fallait s'occuper. Donc ça... Non, en fait, alors là où c'est intéressant, simplement sur parce qu'en fait, c'est logique qu'aujourd'hui les investisseurs n'ont plus vraiment peur du cycle, on a un peu moins peur du virus. Du coup, on a peur des excès. On a toujours peur de quelque chose. Donc, on a peur des excès. Et donc, évidemment, Bitcoin, les SPAC, je me liste donc comme le bras d'excès, de choses qui nous inquiètent, des hedge funds, toutes ces choses-là qui arrivent tout le temps, mais bon... Les voyants qui passent à l'orange. C'est ça, tous ces voyants, et donc on va chercher toujours le... Voilà. Et le Bitcoin fait partie, évidemment, complètement explosé. Personne ne comprend très bien, je ne suis même pas sûr que les techniques, les plus techniciens eux-mêmes, les informaticiens, ils comprennent complètement tout ce qui se passe. Donc c'est assez complexe. Et voilà, et donc c'est très volatile. Très honnêtement, c'est complètement à la frange de la gestion traditionnelle, quand même, on est assez loin de ça. Il y a peu de connexions, il y en a, mais pas beaucoup. Il n'y a pas de raison qu'en soi, c'est beaucoup d'impact. En revanche, fait partie des signaux comme ça, des signaux faibles que tout le monde regarde. Effectivement, si le Bitcoin commence à s'effondrer littéralement, ça va faire la une des journaux et on en parlera un petit peu. Est-ce que c'est quelque chose qui est de nature à poser un problème systémique? Je ne crois pas. Non, mais on le valide aujourd'hui avec une baisse de 15% du Bitcoin ce week-end. Ça baisse encore un petit peu aujourd'hui, sans effet effectivement sur les marchés actions traditionnels. C'est d'autant plus important que maintenant ça pèse quand même plus de 2000 milliards ce marché des cryptos actifs. Léa, je ne sais pas si vous avez un commentaire pour conclure là-dessus. Je pense que c'est la même chose que Gustavo. On voit bien, c'est dans toute cette optique où même nous on se pose la question, est-ce que le marché est survalorisé sur certains blocs? On voit bien les histoires Archegos, les Bitcoin, les SPAC.
Le grid, Voilà. l'appétit pour le risque, pour pas dire la cupidité extrême, est un peu présente à différents niveaux. On a bien ces sensations. Si j'essaye de recoller ça à un truc un peu macro-modèle même, du coup, nous on a des signaux sur les modèles actions au mois le mois. On continue à avoir des signaux de surperformance sur les prochains mois. Par contre, les indicateurs de détérioration passent des seuils. Alors, on a des signaux d'amélioration où ça nous dit que le marché a un mois a une probabilité d'amélioration de l'ordre de 60%, qui est assez significatif. Bien sûr. Par contre, et c'est ce depuis quelques jours, en fait, on commence à passer des seuils qui disent que la probabilité de détérioration sur un niveau historique, elle est un petit peu élevée. Elle est de 25% en détérioration par rapport à 60%. Mais voilà, je l'ajoute à tous ces signaux dans le contexte global. Encore une fois, la macro, même si elle est décorrélée au marché, reste très positive. Donc on a toujours, avec des niveaux et des chiffrages macro qui vont être spectaculaires sur les prochains mois, c'est toujours compliqué d'avoir ces niveaux-là, mais c'est une sorte de sentiment qu'on a en ce moment. Techniquement parlant, on faisait le point ce matin avec un analyste, on parle de l'idée peut-être d'un essoufflement, voilà, qui ne serait pas une remise en cause de la tendance et de la dynamique haussière des marchés, mais pourquoi pas un peu d'essoufflement peut-être sur les marchés et les marchés actions notamment. Ça s'est peut-être vu d'ailleurs un peu aujourd'hui, puisque la clôture en Europe est un peu mitigée, même si le CAC a réussi à clôturer légèrement positif ce soir. On s'arrêtera là. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Nathalie Pelzras, 4 Points IM, Léa Dauphas, TAC Economics et Gustavo Orenstein, Dorval Asset Management étaient nos invités en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique marché à thème consacré ce soir au ratio de Shiller. Une des manières d'évaluer la valorisation, la cherté des marchés dans leur ensemble, d'un secteur boursier particulier. On va en parler avec Carmine Defranco qui est avec nous par téléphone, directeur de la recherche d'Osiam. Bonsoir et bienvenue Carmine. Merci beaucoup d'être avec nous. On parle avec vous de ce ratio de Shiller parce que chez Osiam, il y a une stratégie sur laquelle vous êtes, une stratégie que vous proposez depuis de nombreuses années qui est fondée justement sur l'utilisation de ce ratio, de cette manière de valoriser, de comprendre la valorisation des marchés. Il faut d'ailleurs expliquer ce qu'est ce ratio de Shiller pour commencer, Carmine. On connaît le price earning, qui est la manière un peu immédiate de valoriser les marchés actions. On regarde le prix d'une action, d'un secteur, d'un marché, et on le rapporte aux bénéfices estimés ou aux bénéfices passés. Ça, c'est le PE traditionnel. Qu'est-ce que le PE de Shiller apporte de plus dans l'analyse qu'on peut faire des marchés, Carmine ? Bonsoir Grégoire. Tu le dis bien, c'est une métrique que le prix Nobel Shiller avait introduite il y a très très longtemps, dans les années 80. Donc c'est assez marrant et toujours intéressant de regarder un ratio financier qui dure aussi longtemps dans les marchés. Mais quelque part, Shiller avait essayé de convenir avec une métrique qui permettait d'aller un peu au-delà du price earning traditionnel, puisqu'on sait très bien que le price earning traditionnel, c'est très utile pour valoriser un peu des marchés, des secteurs, des actions, mais il a un biais très fort par rapport aux derniers résultats. Donc les bonnes années, on a des ratios très bons, et puis les mauvaises années, c'est des ratios très volatiles. Donc c'est une métrique très volatile. La métrique de Shiller, elle permet quelque part d'intégrer le cycle économique. Et donc du coup, on ne va pas regarder quel est le chiffre d'affaires ou revenu des entreprises, mais on va les moyenner sur une période qui est assez longue, 10 ans, donc dans lequel on peut espérer avoir un cycle de marché haussier, éventuellement une baisse, éventuellement un rebond. Donc quelque part, ça va donner une métrique, une valorisation beaucoup plus complète, non pas par rapport aux derniers gains justement, mais par rapport au cycle économique. Donc une métrique moins volatile sur laquelle effectivement on peut faire des stratégies de rotation qui sont beaucoup plus robustes. Oui, c'est ça qui est intéressant, Carmine. Je comprends que effectivement, on peut regarder un PE immédiat avec les 12 derniers mois ou les 12 prochains mois, conclure que peut-être un secteur est cher ou voire survalorisé, mais quand on regarde ajusté du cycle, comme le dit Shiller, sur les 10 années, en moyennant les 10 années passées, on peut constater qu'un secteur n'est peut-être pas aussi cher que ce que nous donne le PE actuel. Exactement. Donc ça c'est, disons quelque part, la deuxième étape. C'est du moment où on accepte le principe que une métrique de valorisation, pour que ce soit robuste et pour qu'ils aient un sens prédictif quelque part, il faut que ce soit assez longue. Donc si on part de ce principe-là, on peut commencer à se poser la question, du coup, comment
une gestion value, disons, peut utiliser la métrique de Shiller. Or, le problème est que si on essaie toujours d'acheter des choses qui sont moins chères, on finit toujours par acheter à peu près les mêmes secteurs. Et donc, l'idée, c'est aussi de changer de perspective. Et donc, plutôt que de répondre à la question qu'est-ce qui est cher ou pas cher, on va se dire qu'est-ce qui est bien valorisé par le marché. Donc on va passer plutôt dans une optique relative. Et ça, c'est d'autant plus important puisque on l'a vu ces dernières années aux États-Unis, tout est devenu très cher, le marché action américain est cher, et nonobstant cela, il continue à bien performer. Donc du coup, on change de perspective et on se dit qu'est-ce qui est bien valorisé et qu'est-ce qui ne l'est pas sous la base de la métrique de Shiller. Donc ici, maintenant, vous pouvez comparer tous les secteurs. Donc tous les secteurs sont à peu près comparables en relatif, et on peut essayer d'anticiper que si retour à la moyenne il y a, du coup on a intérêt à être investi dans les secteurs qui sont moins chers par rapport à leur potentiel historique. Donc c'est ça qui est très important et qui fait un peu toute la différence de cette approche, c'est qu'on ne va pas regarder ce qui est pas cher en absolu, mais on va le regarder par rapport à une historique très longue. Et donc voilà, pour te donner un exemple vraiment basique, nous on est un gérant value que depuis des années, on a été investi dans le secteur tech américain, ce qui parfois peut être un peu paradoxal puisqu'on sait très bien que la tech, c'est pas forcément le secteur value par définition. Mais quand on regarde son potentiel, on apprécie très bien que selon la métrique Shiller, il est sous-valorisé. Donc du coup, voilà, on peut avoir un gain positif, au moins en moyenne, quand on y investit. Intéressant. Donc, vous avez une stratégie, un ETF, effectivement, qui est basé sur l'utilisation de ce ratio de Shiller qui existe depuis des années, Carmine. Et vous dites même dans les grandes années de la tech, vous êtes resté investi sur la tech américaine parce que, justement, en utilisant cette métrique de valorisation, ce moyen de regarder la valorisation des marchés en relatif, vous trouviez que la tech n'était peut-être pas encore survalorisée. Exactement, c'est tout à fait ça. Et donc, ça explique aussi pourquoi, par exemple, sous les marchés américains, et c'est très difficile pour une gestion pure value d'aller chercher une performance S&P 500 plus quelque chose, puisque c'est très clivant. Sur le marché américain, soit vous avez la tech, ça marche et vous faites le benchmark, soit vous n'avez pas de tech, et donc du coup, ce sont des paris énormes, parce que le poids de la tech dans les indices traditionnels est très élevé. Et donc, quelque part, cette approche différente permet de changer de perspective. Et donc, vous pouvez avoir des investissements sur des secteurs, même à des moments assez particuliers. Par exemple, moi je me rappelle en 2020, vraiment dans les pires moments de la crise, le ratio Shiller avait identifié le secteur financier financier américain comme étant une opportunité, puisqu'il était bien au-dessus de sa valorisation, de son potentiel historique. Effectivement, voilà, c'était plutôt un bon pari pour nous, puisque voilà, on connaît la performance du secteur depuis justement le rebond de 2020. Donc voilà, c'est ça qui permet d'être moins lié aux earnings très très récent, parce que ça peut être affecté par le cycle économique, voilà, parfois ça peut être même négatif, comme ça a été le cas en 2020, mais du coup voilà, ça permet d'avoir une perspective longue, ça change la perspective et ça donne des résultats qui sont beaucoup plus intéressants. Et du coup, à l'heure actuelle, là, votre ETF Shiller chez Osiam, il est investi de quelle manière, Carmine ? Qu'est-ce qui justement justifie, en termes de secteur, d'être investi aujourd'hui avec cette logique de long terme ? Alors aujourd'hui, on a une approche qui est assez, je dirais, équilibrée et plutôt en ligne avec ce qu'on a fait ces dernières années, que ce soit sur la version, disons, normale, celle qui est plus ancienne, on avait lancé en 2015, et la version ESG aussi, qui va fêter justement les 3 ans ce mois-ci. Et donc on est sur une 50% du portefeuille sur des secteurs technologiques et les communication services, donc tous les nouveaux Google et Facebook. Donc c'est une partie plutôt cyclique, plutôt technologique, à perspective long terme. Et puis on est encore investi sur les financières, il y a encore du potentiel selon la métrique de Shiller, et un peu plus le défensif sur la santé. Donc vous voyez, c'est un portefeuille qui est assez diversifié, mais qui va chercher quand même des secteurs qui sont plus bas par rapport à leur potentiel. Et puis donc ça c'est la version normale, et donc la version ESG, elle, va effectuer un stock picking à l'intérieur des secteurs, drivé exclusivement par des métriques ESG et d'empreinte carbone. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la couche ESG vient s'appliquer aux secteurs qui sont définis par le modèle, et c'est là où vous faites la sélection ensuite titre par titre. Exactement, puisque les métriques de Shiller, historiquement, que ce soit le ratio de Shiller traditionnel ou ceux des secteurs, ils sont appliqués au marché entier. En revanche, la version ESG va se poser la question de, une fois
que je vais choisir un secteur, comment, à l'intérieur du secteur, je peux aller déterminer des entreprises que je vais investir ou que je ne veux pas investir pour des raisons très idiosyncratiques. Alors, par exemple, nous, on élimine tout ce qui est dans l'armement controversé, ou alors avec des breaches, avec les principes des Nations Unies, le tabac, le charbon thermique. Et puis ensuite, l'allocation va être faite en essayant de minimiser et de réduire l'empreinte carbone. Donc, on atteint des niveaux de 40% en moyenne, quels que soient les secteurs, donc que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans la tech, que ce soit dans la financière, etc. Donc c'est ce qu'on appelle des approches de overlay qui permettent de respecter la gestion financière, mais qui vont ajouter une dimension sustainable qui est harmonieuse et complémentaire par rapport à la gestion financière. Bon. Gestion très active finalement, Carmine. On s'arrêtera là-dessus, mais c'est vrai qu'Osiam, on vous connaît pour les stratégies ETF, alors qui sont des stratégies smart beta. Hein. Très souvent, c'est comme ça qu'on les présente, Carmine. Mais ça montre qu'on peut faire une gestion de conviction, une gestion active finalement à travers des trackers d'une certaine manière, ou des paniers en tout cas. Surtout sur un marché qui est quand même compliqué comme le S&P 500, puisqu'on sait très bien que sur le long terme, le S&P 500, c'est difficile à battre. Et donc, une approche différente, une approche de perspective longue, peut donner une possibilité de faire un peu mieux, ce que nous, on a réussi à faire avec les deux ETF, que ce soit le ESG et le normal, depuis qu'on a lancé. Donc, c'est des performances en plus du S&P 500 sur un marché qui a été essentiellement drivé par les valeurs de croissance. Donc, du coup, même en optique de diversification, c'est un outil très efficace pour nos investisseurs. Merci beaucoup, Carmine. Carmine Defranco, qui est avec nous par téléphone, directeur de la recherche d'Osiam dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.